Notre prochain invité m'a répondu il y a quelques mois. J'avais fait une annonce sur Instagram où justement je lançais un appel à Histoire pour la veillée. Il m'a répondu en me racontant une histoire qui a retenu mon attention. Et cette histoire, elle fait partie des histoires qui combinent à la fois la petite histoire de l'individu et une plus grande histoire qui dépasse la personne. Et c'est ce qu'il va venir nous raconter. Merci d'applaudir Yann. Bonsoir. Alors, avant de parler de mon histoire, il va falloir que je vous parle un petit peu de mon métier. Je suis pilote de profession, donc pilote de jet. Donc un petit jet qui fait 14 mètres par 14, 6 places pour 2000 km. Voilà, c'est à peu près ça. Et là, vous vous dites sans doute, ok, donc en fait, ils transportent que des grosses rostas et que des mecs méga riches qui vont à la plage. Eh bien, vous vous trompez. Parce qu'en réalité, on transporte avant tout des grands patrons qui ont un emploi du temps que personne dans cette salle ne souhaite avoir, je vous assure. Et surtout, des gens malades. Et oui, quand vous faites un voyage et que vous avez assurance rapatriement, eh ben c'est ça que ça veut dire en fait. Ça veut dire que si vous vous pétez la tronche en motocross dans le désert, ne faites jamais ça par pitié. Forcément, il n'y a rien autour à part un petit aéroport minuscule et donc du coup, c'est un jet qui vient vous chercher. Voilà, donc là vous savez ça. En fait, du coup, c'est très simple. Le jet, donc il a 6 places. Et on enlève 2 sièges, on met une civière, on prend un médecin avec nous qui a un hôpital avec lui, donc des drogues, des machins, tous les médocs qui existent au monde. Et on vous ramène en fait. Voilà. Donc un petit peu de contexte dans mon histoire. Donc on est en mars 2021. Le Covid bat son plein. Donc évidemment, je transporte que des Covid. Je tiens à préciser que je n'ai pas eu, ce qui est assez incroyable. Donc l'habitude, tout ça, donc plein de Covid tout le temps. Et là, il y a un endroit où le Covid bat moins son plein selon les autorités, puisque à Barcelone, tout est ouvert. Les bars, les restos, tout. Donc ça devient un petit peu le nouveau Dubaï. Et il fait très beau ce week-end-là, puisqu'en fait on amène des passagers un vendredi soir pour repartir le lundi matin. Merveilleux. Un week-end à Barcelone aux frais de la princesse. Et donc on se balade dans Barcelone le samedi tranquille, il fait beau. Ça mange des tapas, ça se boit des coups tranquilles, on profite. Puis à un moment donné, on se dit, un bon poisson grillé, ça fait longtemps. Donc il y a un bon poisson grillé. Et donc on commence à chercher un resto où il y a un poisson grillé. On va se griller notre poisson grillé. Et là, au moment où je termine, je dépose la fourchette. Les opérations nous appellent et nous disent, ok les gars, il y a une évacuation sanitaire qui vient de se déclencher. Vous foncez à l'aéroport. Vous rentrez à votre base à Lyon, vous sautez dans notre avion en configuration Evasan, vous descendez à Brazzaville, vous remontez le mec à Paris demain matin. Super. Enfin, demain, pas matin, parce que du coup, on va passer la nuit en vol. Donc, notre petit week-end de Barcelone, il s'envole en même temps que nous, pour Lyon. Donc, on arrive sur place, le médecin a déjà tout préparé, donc on lui dit, bon alors, qu'est-ce qu'il a ? Il nous dit, c'est un Covid. Oh, quelle surprise ! Mais il nous dit, par contre, là, c'est un petit peu particulier. Ah oui ? Alors, le mec qu'on ramène, c'est jour d'élection là-bas, et c'est l'opposant principal du président en place. Il y a suspicion d'empoisonnement. Ok. Ouais, on va préparer notre vol, nous. Alors, il faut savoir que, comme je vous ai dit tout à l'heure, notre avion fait 2000 km. Et Brazzaville, pour ceux qui ne se situent pas, c'est dans l'hémisphère sud. C'est plus proche de l'Afrique du Sud que la mer Méditerranée. Donc c'est vraiment en plein milieu de l'Afrique. Donc on doit s'arrêter une première fois en Algérie, une deuxième fois au Tchad, et on arrive enfin à Brazzaville. Donc on y va, le vol se passe normalement. On arrive à Brazzaville à 6h du mat', dans l'état que vous imaginez, c'est-à-dire complètement éclaté. Et dans une ambiance un petit peu particulière, puisque au final, il n'y a personne dans les rues, parce que c'est jour d'élection en Afrique, donc qui dit jour d'élection, interdiction de sortir,
interdiction aux voitures de circuler et pas Internet. On dort du coup à l'hôtel en face de l'aéroport. Et vers midi, je suis réveillé parce que j'entends mon commandant et le médecin qui discutent. Donc je vais ouvrir, je vais voir ce qu'ils parlent. Et le médecin me dit « Ah, Yann, tu tombes bien. Le mec va pas bien. Je lui ai fait une trachéotomie moi-même ce matin. Il faut qu'on parte plus tôt parce que sinon, s'il meurt à Brazzaville, ça va être la merde. » Donc nous, on se regarde avec mon commandant, on se dit « On a notre minimum syndical. Si on part plus tôt, ça nous fait arriver plus sur 1h, 2h du mat à Paris, et non pas 6h, ça nous évite une deuxième nuit blanche. On est chaud, donc on y va. » Je vous passe la télé locale qui passe dans l'avion, enfin voilà, la totale, on fait le vol. Et la particularité, c'est que je devais garder un moteur, parce qu'il était donc du coup sous respirateur, un tube et ventilé, et donc ça marchait électriquement avec une toute petite batterie qui dure pas très longtemps. Donc je devais garder un moteur à chaque fois, à chaque escale. Je le coupais quand on faisait le plein et je le remettais et on repartait. Et en Algérie, à un moment donné, je demande au médecin, j'aime bien demander, alors comment ça se passe ? Et là, il me dit, il est temps qu'on arrive. C'est 22h, il nous reste encore 3 heures de vol pour remonter jusqu'à Paris. Oui, nous aussi, on a envie d'arriver. Bon. C'est minuit, on est au-dessus de Marseille, il nous reste encore 1 heure de vol. Là, on en a ras-le-bol, on n'en peut plus, on est mort. Et le médecin aussi d'ailleurs, on n'a qu'une seule envie, c'est d'arriver. On se pose, tout va bien. On arrive, l'ambulance est là, parfait. Moi, je garde un moteur, je reste dans le cockpit. Le commandant, il sort, il va ouvrir la porte, il commence à gérer les ambulanciers pour voir comment on sort le mec, tout ça. Moi, je fais mes trucs, je commence à faire les papiers pour vite se dépêcher d'aller à l'hôtel au plus vite. Et le commandant rentre dans le cockpit, me tape sur l'épaule et me dit « Coupe, il est mort. » Ah ! Donc je coupe, je descends, je dis « Comment ça, il est mort ?» Il me dit « Il est mort. Hein. » Je dis « Ouais, d'accord, mais qu'est-ce qui va se passer, machin ?» Il dit « Écoute, on va fermer, on va se mettre au chaud au terminal. » Parce que je rappelle, on est au mois de mars, il est 2h du mat, on est à Paris, il doit faire 5 degrés. Donc on abandonne littéralement l'avion avec ce monsieur décédé à l'intérieur. On va au terminal dans une ambiance très étrange entre la famille en train de chialer et la gendarmerie. Bon, coup de chance pour nous qu'il ne soit pas mort avant, puisque c'est un franco-congolais qui est donc mort, donc un monsieur français mort en France, déclaré par un médecin français. S'il était mort au Tchad, je ne sais pas ce qui serait passé pour nous. Et donc du coup, ça discute, tout ça. Et puis à un moment donné, le commandant me dit bon, écoute Yann, ça sert à rien que tu attendes les pompes funèbres. Moi, je suis obligé, mais toi, va te pioter. Et je dis ouais, je veux bien, mais j'ai pas ma valise. Pour vous dire, l'avion, il est tout petit, et les valises sont au fond de la cabine. Donc entre la porte et ma valise, il y a un monsieur décédé. Sachant que je suis crevé, qu'il est tard, que j'ai envie d'aller me coucher, que j'ai froid, j'avais pas envie d'y aller tout seul. Je dis tu peux venir avec moi. Donc il accepte, on y va tous ensemble avec le médecin. Et là on lui dit alors, il est mort quand ? Et du coup il dit je comprends pas. Il était nickel. Je vais m'asseoir, je m'attache pour l'atterrissage, et quand je me lève au parking, il est mort. De là à dire que c'est notre atterrissage qui l'a tué, il n'y a qu'un pas que je vous demande de ne pas franchir. Mais quoi qu'il en soit, du coup, on ouvre. Et moi, je me suis dit vraiment, j'ai pas envie de le regarder. Là, c'est la première fois que je vais voir un cadeau de ma vie. J'ai pas vraiment envie de le voir. Donc, je sors ma valise et en fait, en sortant ma valise, mes yeux tombent sur lui. Et je me dis, mais en fait, si, je suis obligé. Le mec que j'ai là sous mes yeux est l'espoir de tout un pays. Il a peut-être gagné l'élection. Il a peut-être été empoisonné. Je fais partie des seules personnes à être au courant aussitôt, mis à part les 2-3 qui sont autour de moi, quoi. C'est juste un truc de dingue. Je reste bien quelques secondes comme ça, juste à regarder et à me rendre compte de la situation. Et en marchant vers le terminal, je vois toutes les lumières de Paris. Et là, je me dis, mais tous ces gens-là n'ont aucune idée de ce qui est en train de se passer ici, en fait. Bref, du coup, je vais me coucher. Le lendemain, on est interviewé par la PJ de Paris parce que, ils veulent savoir s'il n'y a pas eu quelqu'un, si on n'a pas entendu quelque chose dans l'avion qui aurait pu faire penser que c'était délibéré.
Et au final, il a perdu l'élection. Au final, autopsie par les Français, c'était bien le Covid qui l'a tué. Voilà, tout ça pour vous dire que on est parti d'un poisson grillé à Barcelone et on arrive à la PJ de Paris. Donc, on ne peut pas savoir de quoi demain est fait. Bonne soirée.